Chers fans de foot, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Mental TV, bienvenue au Clubhouse de dribble de l'été. Après les éliminations du F91 du Dlange et du Racing Union Luxembourg de la Conference League, il ne reste que 2 clubs luxembourgeois encore en lice en compétition européenne. Et pour débriefer cette semaine peut-être catastrophique, il ne reste également que 2 chroniqueurs en plateau. Mais j'ai la chance que ce soit les meilleurs. À commencer par celui qui n'est pas content de ce qu'il a vu, le journaliste Boris Saint-Jalm. Mesdames et messieurs, bonsoir Boris. Salut Marco, oui après on va s'en remettre, hein. Ça reste que du foot, mais oui il y a pas mal à dire sur ce qu'on a vu, forcément pas beaucoup de positifs, mais on aura le temps d'en reparler. Et puis peut-être le positif va venir à côté de toi, il est revenu du sud, le couteau entre les dents, l'enfant des âges farouches qui veut en découdre, c'est le directeur de Mental, Simon Béot. Bonsoir Simon. Salut Marco, salut Boris, bonjour à toutes et à tous. Bon, j'imagine que toi non plus, tu n'es pas satisfait de ce que tu as pu voir par rapport aux performances de nos clubs. On est un peu déçus, mais bon, comme ça, on va en parler, il y a des choses à dire. De la déception, de la frustration, mais bien sûr des débats, des analyses, puisque au programme nous attendent évidemment les performances de nos clubs en Coupe d'Europe. Nous allons faire l'autopsie des 6 confrontations qui se sont déroulées ces 2 dernières semaines. Nous parlerons également de la Ligue de football luxembourgeoise, de la FLF, les News Express, c'est tout ça, le Clubhouse de dribble. Et nous débutons donc avec les Coupes d'Europe, à commencer par la Champions League, puisque Differdange s'est incliné en phase retour. 2-3 contre Drita, après avoir déjà subi une première défaite à l'aller au Kosovo. Il s'agissait de 1-0 pour le KF Drita. Alors, est-ce qu'on fait équipe par équipe ou est-ce qu'on peut déjà faire une analyse globale de ces 6 matchs perdus par nos 3 clubs luxembourgeois ? On peut faire une analyse globale. Elle est vite faite avec 6 défaites. Le bilan est catastrophique. Même si avant les rencontres, on savait que ça allait être ardu, notamment pour le Racing, oui. Pour du Dlange, même s'ils avaient éliminé l'année dernière cette équipe. Oui. On craignait, du fait des multiples départs, que ça allait être aussi compliqué. De là à perdre 2 fois, non, franchement, je sais même pas par quoi commencer. On peut commencer par dire qu'on est le seul pays à avoir toujours 0 points à l'indice UEFA, c'est-à-dire que des pays comme San Marin, Gibraltar et tous les autres en fait ont inscrit des points, c'est-à-dire qu'ils ont au moins fait un match nul. Donc effectivement, Simon l'a dit, il y avait des doubles confrontations. Pas qu'on n'en attendait pas grand-chose, mais je veux dire, Dilagori qui élimine le Racing, bon, c'est plutôt... On ne tombe pas de notre chaise. Voilà, mais comme l'a dit Simon, qu'une équipe comme l'Athletic Escaldes gagne ses 2 premiers matchs européens de son histoire contre du Dlange, forcément, ça fait un peu mal, quoi, par exemple. Alors, il y a eu quand même des scénarios un peu différents. Pour Differdange, on a senti qu'en fait, le niveau n'était pas si éloigné que ça et que les hommes de Pedro Silva auraient pu passer, mais il y a ces 20 premières minutes du match retour complètement loupées. Oui, c'est bien gentil de l'air comme ça. Après, tu perds 2 fois. Tu perds 2 fois, quoi. Enfin, je veux dire, t'es quand même toujours ou courir après le score. Enfin, tu as toujours couru après le score. Oui, t'as jamais été en position de faire un bon résultat. Ça reste pour moi, pour Differdange, c'était un cran en dessous de l'équipe kosovare. C'est la Ligue des Champions, cela dit, c'est la Ligue des Champions. Le niveau est plus élevé. C'est dommage avec Differdange, c'est que je vais faire que souffler. Non, mais c'est vrai que pour rejoindre ce que dit Simon, en fait, moi ce que je trouve dommage avec Differdange, alors c'est pas la double confrontation où je suis le plus énervé, on va déçu, dire, mais le match aller en fait avait quand même donné quelques motifs d'espoir parce que moi j'avais vraiment peur de la rencontre aller où tu y vas sans Leandro, où tu avais un milieu très expérimental avec Jacobi qui venait d'arriver. Donc au final Jacobi fait un super match, Rafa Pinto aussi. Brunino avait réussi à tenir une petite heure, mais en fait tu perds que 1-0, tu te dis que tu peux presque égaliser à l'aller, enfin bon voilà, un nul n'aura pas été volé, et du coup t'abordes le retour en te disant tu sais que c'est possible, et en fait l'entame de match, les premières 20 minutes, elle te tue, et malheureusement
un peu comme à l'aller, on les avait vus en difficulté aussi, mais là tu perds complètement tes moyens, t'enchaînes pas de passes, quoi, et c'est vraiment pas le Differdange qu'on connaît. Après, comme l'a dit Simon, c'est la Ligue des Champions, en face t'as des mecs, ça presse plus fort, ça va plus vite, dans les duels ça met plus d'impact. Pas sûr que par exemple un Dylan L'Empereur en BGL il perde le ballon le long de la ligne de touche, peut-être qu'il arrive à le protéger, mais là en face t'as des joueurs de qualité supérieure, donc quand t'es un peu moins bien, t'es sanctionné, quoi. On est avec Differdange qui vient de changer d'entraîneur, qui a perdu. Je devance ma question. Est-ce que c'est pas aussi dû au fait que le projet de jeu il a pas pu s'installer avec ce changement d'entraîneur? Ouais. Non, effectivement il y a de ça, il y a vraiment beaucoup de ça, sans vouloir leur trouver des excuses. Mais t'as un nouvel entraîneur, t'as un nouveau groupe. Les joueurs jouent ensemble depuis maximum quoi. Il y avait combien de matchs amicaux avant ça? 2, 3. Bon, c'est peu pour tout de suite arriver sur du haut niveau parce que une confrontation comme ça, malheureusement, ils l'affrontent pas, ils l'ont pas affronté la saison dernière. Donc il faut être prêt très tôt et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Est-ce que il faut changer parce que faut prendre les éliminations de cette année, il faut les relier à celles de l'année dernière ou celles des années précédentes. Ouais. On a passé combien de tours sur les trois précédentes saisons? Sur les 3, je crois qu'on en a passé 3 ou 4, mais c'est sur les 2 dernières saisons là pour l'instant on a passé un seul tour, quoi. Voilà, il y a peut-être la saison passée. Il y a peut-être des questions de fond à poser, à soulever, des problématiques. Est-ce que on a assez de temps pour affronter les premiers tours de Coupe d'Europe? Au niveau de la préparation, tu veux dire? Au niveau de la préparation, 3 semaines, 4 semaines, c'est pas assez. À un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Il faut aussi que la fédération, alors si c'est pas la fédération, la Ligue, puisse nous expliquer ce qui se passe avec le niveau du football de club luxembourgeois. En tout cas, il faut constater le problème. Aujourd'hui, personne ne s'exprime. Ouais. Individuellement, individuellement, on sait tous que les clubs font le maximum de leur côté, mais il y a peut-être autre chose à soulever d'un point de vue plus global pour le foot de club luxembourgeois. Et si c'est achever le championnat, je sais pas, 15 jours plus tôt pour avoir 15 jours de préparation en plus et être plus armé pour les premiers tours. Parce qu'en fin de compte, on parle d'élimination au premier tour. On n'est pas en train de pleurer parce que on échoue au 3e tour ou en barrage. Ouais. On en est si loin. Alors, on espère avoir un club au 3e tour ou en barrage, ce sera déjà bien. Ouais, on va y revenir sur ce 2e tour qui va arriver pour Differdange et pour Strasson qui rentre en compétition. Une des questions qu'on peut se poser quand même, c'est là, on est en train de réfléchir d'un point de vue global et imaginons qu'on soit très optimiste. Vous me connaissez. On peut imaginer que finalement, on en arrive à cette situation uniquement sur un concours de circonstances et une somme d'erreurs individuelles. Parce qu'au final, pour Dudelange, il y a eu des erreurs individuelles qui ont coûté des buts, notamment les erreurs du gardien. À Differdange, il y a eu les erreurs en cascade sur le premier but au match aller. Et puis également, tu en parlais, l'erreur de l'Empereur sur le premier but, l'erreur peut-être de la mauvaise sortie de Felipe sur le 2e but. Au Racing, c'est Monré qui fait une passe en retrait pour son gardien pour relancer court. Et puis Romain Ruffier qui est obligé de se sacrifier qui obtient le rouge en prenant le ballon de la main. Finalement, mis bout à bout, est-ce que c'est pas aussi des erreurs individuelles parce qu'on n'est pas préparé mentalement? Je sais pas si c'est que une question. En fait, je pense que c'est une question de niveau au final. C'est-à-dire que par exemple, Felipe qu'on a encensé à raison la saison passée, puisqu'il avait en BG League, puisqu'il avait fait une saison exceptionnelle, lui je crois qu'il en prend que 6 en plus parce qu'il joue pas le dernier match, ce qui est exceptionnel. Là en Coupe d'Europe, forcément les attaquants ils sont plus forts dans les duels, les ballons sont mieux dosés. Je donnais l'exemple de tout à l'heure, l'Empereur en BGL, l'Empereur je l'ai pas vu se faire bouger la saison passée. Là il se fait un peu bouger. Tu joues contre des équipes, les mecs, la plupart en plus, c'est des clubs professionnels, c'est des mecs c'est leur métier. Donc le niveau, en fait, il est plus élevé que ce que tu as au quotidien, et encore plus, j'ai envie de dire, pour Differdange qui joue à la Ligue des Champions. Donc là, c'est un niveau encore au-dessus que de ce qu'on a pu voir en Conference League. Donc je sais pas si c'est une question de mental, je pense que c'est aussi une question de niveau. On parle d'un premier tour. On parle d'un premier tour, du tour préliminaire. Ouais. C'est clair. On doit se poser la question sur le niveau de notre championnat. Et pour évaluer le niveau, le meilleur baromètre, c'est le ranking. Ça reste les Coupes d'Europe. Ça reste la Coupe d'Europe et le ranking. Et on recule et on va arriver à un point où il est fort probable que dans 2 saisons,
on est une place qualificative en moins, quoi. Donc, tout à fait. Alors, on va revenir sur les faits. On le disait déjà sur notre site mental.lu vendredi. Le ranking actuel du Luxembourg, c'est donc 50e. On est juste devant la Géorgie, mais avec les clubs géorgiens, il est fort probable qu'ils passent devant. On est derrière Andorre et Monténégro. Ouais. On est derrière, de toute façon, 50e sur 55, il n'y a pas beaucoup de pays derrière nous, et je crois qu'il y a même la Macédoine du Nord qui risque de nous passer devant aussi. Après, les résultats de cette semaine peuvent nous faire mentir, et on peut très bien avoir Differdange et Strassen qui se qualifient au troisième tour, même si Strassen sera qualifié d'exploit, et ça le sera. Ce sera très dur, Ouais, et le programme qui attend les clubs luxembourgeois en cas de victoire ou d'exploit pour Strassen n'est pas forcément meilleur, puisque Differdange va forcément affronter un champion. Donc là, on se retrouve à nouveau au niveau de la Ligue des Champions, puisque ce sera soit Liberia Tbilissi, champion de Géorgie, soit actuel premier ou deuxième premier du championnat géorgien, ou le Levadia Tallinn en Estonie, également en tête aussi. Puis c'est surtout deux clubs qui sont en pleine saison. En pleine saison, comme le dit Lagori, on a bien vu la différence d'impact physique avec le Racing. Et pour Strassen, ça pourrait être Dešić, Monténégro, ou bien le Rapide de Vienne. Là, ça commence à devenir plus qu'un exploit. Là, c'est gros niveau européen, c'est club historique et tout, qui a l'habitude des Coupes d'Europe. Donc, si t'as des bonnes nouvelles, donne-nous-les aussi, Marco. Écoutez, moi, je m'étais engagé sur un 4 sur 4 il y a quelques semaines. Là, est-ce que tu t'engages sur un 2 sur 2 du coup? Non, ça va être compliqué quand même pour Strassen. Strassen, ça va être dur. Après, Strassen, pour motif d'espoir, il y a quand même l'équipe d'en face. Il y a beaucoup de départs comparé à l'effectif de la saison passée. C'est un club qui marche beaucoup avec des prêts de division inférieure anglaise notamment. Non, et puis après, il y a le nom. Qui est prestigieux, mais ça reste un club qui était en deuxième division. Qui n'a plus été en Coupe d'Europe depuis quand même longtemps, donc faut pas non plus les voir plus gros qu'ils ne sont. Faut qu'ils y aillent, moi je pense, pour faire un coup. Strassen, on le disait, donc Differdange, il y avait le changement de coach. Le Racing et Dudelange, il y a eu beaucoup de changements de joueurs. Strassen, c'est une équipe qui a réussi à garder et son coach et globalement l'ossature de joueurs. Très peu de départs, 2-3 arrivées sympas. Collectif qui se connaît bien, donc ils sont prêts maintenant. Donc une petite pièce sur. Après, moi, je reste très optimiste concernant le FC Differdange. Pour le coup, être rétrogradé en Conference League, c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça. Les adversaires seront plus à leur portée, et même si on affronte le champion estonien ou géorgien. Je pense qu'ils ont l'effectif pour tenir la dragée haute, mais ça se jouera toujours à des détails, il va falloir se battre. Il faut aussi se dire que chaque semaine qui avance, l'effectif se connaît mieux. Et la préparation athlétique va en s'améliorant, le coach connaît mieux les contours dans son effectif. Voilà, c'est les quelques paramètres positifs qu'on peut trouver, mais on a besoin d'avoir, on en a besoin, parce que sinon, bons résultats, en 2027, nous n'aurons plus que 3 clubs luxembourgeois en Coupe d'Europe, ce qui poserait peut-être problème. Et c'est pour ça que moi j'en appelle aux institutions du football de notre pays. Il faut parler, il faut faire des bilans, il faut expliquer. La vitrine du foot luxembourgeois, c'est uniquement devenu sa sélection. Ça a toujours été quand même. Et moi je trouve que c'est un peu dommage, parce que mine de rien, t'as quand même beaucoup de jeunes joueurs la plupart de toute façon des joueurs de l'équipe nationale ont été formés ici très très jeunes, et c'est surtout ce qui pose souci de se dire, c'est que là tu passes derrière des pays, je veux dire Saint-Marin qui a plus de points que nous, des pays comme ça qui commencent à nous rattraper, le Liechtenstein, ils sont devant nous. C'est pas normal qu'il y ait un décalage aussi énorme entre la progression de l'équipe nationale et la non-progression de nos clubs. La régression presque, moi je m'attendais de dire. C'est ça. En fait, t'as l'impression que le foot progresse de clubs, progresse partout ailleurs en Europe, sauf chez nous. Presque, on est une exception, quoi. Même les tout petits pays auxquels on pourrait se comparer, je vais même pas parler d'Islande ou de pays comme ça qui sont loin devant nous, mais Andorre et tout, tu sens que ça progresse, quoi. Après, je veux pas enfoncer des portes ouvertes, mais quand ça a progressé au niveau du foot de club au Luxembourg, on va parler de Dudelange ou du Swift, c'est aussi parce qu'il y avait un investissement massif de fonds derrière. C'est sûr. Qu'on a plus à l'heure actuelle. C'est sûr. Après, comme disait Simon, il y a des trucs, sans parler uniquement d'un point de vue pécunier qui est le nerf de la guerre, on va pas se mentir, mais tu peux mettre des choses en place tout en étant une structure amateur et en n'ayant pas beaucoup de moyens. Mais juste, si tu finis la saison 2 semaines ou 3 semaines avant et que tu as 3 semaines de prépa en plus, 3 semaines à ce moment-là de la saison, c'est super important. Moi, j'insiste avec les institutions sportives, parce qu'à un moment donné, il faut nous dire ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas faire. Qu'est-ce qui est possible ? Si on nous dit on n'a pas de moyens et
on se contentera de passer 1 tour, 2 tours, éventuellement 3 tours, et on prendra l'argent de l'UEFA pour continuer à avancer, pourquoi pas. Mais on a aussi besoin de savoir, je sais pas moi, il peut y avoir un plan ambitieux pour dire, dans les 5 prochaines années, on va essayer de passer 1 ou 2 clubs en phase de poule, et on va mettre les moyens on va peut-être essayer d'avoir plus d'argent, de reverser plus d'argent auprès des clubs qui sont qualifiés en Europe, pour leur donner plus de latitude au niveau d'un effectif de qualité. On peut organiser le calendrier pour qu'on ait plus de temps de préparation. Ouais. Enfin, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, au moins des choses à énoncer. On n'a rien. Premiers éléments de réponse cette semaine, puisque dès demain, nous aurons le match entre les New Saints, les Gallois donc, et Differdange, et jeudi, bien sûr, Strassen qui se déplace à Dundee United. Alors, Simon, tu me fais la passe décisive avec les instances, puisque les instances se sont fendues d'un communiqué entre elles. Nos confrères du quotidien se sont procuré une lettre qui a été envoyée par la Ligue à la fédération, dans laquelle la LFL sonne les cloches et fait la morale à la FLF. Alors messieurs, je vais vous poser une simple question. À 2 semaines de la reprise, on a toujours 0 nouvelle du futur diffuseur. On ne sait pas quand aura lieu, en tout cas de manière médiatique et officielle, cette fameuse Super Cup qui normalement devait avoir lieu fin juin. Est-ce que la Ligue peut se permettre de donner des leçons ? C'est l'hôpital, la charité, tout ça quoi. Moi je pense pas vraiment qu'ils peuvent se permettre ça, même si dans le fond je suis pas forcément en désaccord avec ce qu'ils racontent, mais quand à 2 semaines même pas 2 semaines du championnat, tu sais toujours jours, tu sais toujours pas qui va diffuser les rencontres, tu sais toujours pas comment ça va s'organiser. Ce serait peut-être bien aussi de communiquer là-dessus, tu vois. Donc je trouve qu'on traverse une période un peu trouble avec tout ce qui s'est passé au sein de la fédération. Avec la Ligue, on n'est pas les mieux placés pour parler de la Ligue parce qu'on a quand même été bien baladé au sujet des droits TV, de la diffusion des matchs. Mais mettons ça de côté. Moi, je trouve qu'il aurait été préférable qu'il y ait une forme d'unité. Alors, c'était pas un courrier public non plus. Oui. On n'est peut-être pas censé savoir tout ça. Mais je pense pour répondre à ta question, je suis pas sûr que la Ligue doive faire la morale à la FLF. La FLF a des torts aussi, mais ça donne pas encore une bonne image de nos instances, quoi, en fait, tout simplement. Ça navigue à vue, voilà, moi je le dis, je pense que ça navigue à vue. On a vu que les principaux problèmes de la FLF, et ce sont ceux qu'on critique parfois, à juste titre, par rapport à la Ligue, ce sont des problèmes de communication. D'ailleurs, la Ligue disait que ça manquait peut-être d'un responsable communication au sein de la FLF, dans le courrier en question, ce qui peut prêter à sourire. Est-ce que, finalement, tu l'as dit Simon, avec tout ce qui s'est passé au niveau de la fédération, les sorties de Paul Philippe, les erreurs de communication qu'il y a eu, est-ce que la Ligue se dit plutôt « pour vivre heureux, vivons cachés » ? Moi, je pense que il faut aussi se dire qu'il y a quand même un fond politique, c'est-à-dire que Paul Philippe, on le sait, les élections, c'est l'année prochaine. La situation, donc là, Luc Holtz, son sélectionneur, parce que c'est son sélectionneur, et lui était quand même dans l'œil du cyclone depuis quelques semaines. Luc Holtz, on a appris qu'il ne serait plus le sélectionneur de l'équipe nationale. Paul Philippe est en position de faiblesse, on va dire, d'un point de vue, au vu de la situation. Et du coup, chacun aussi peut avancer ses billes un peu de son côté, se dire là, c'est peut-être l'occasion de se placer. On en a vu certains réagir au sein du comité. Après, je ne sais pas si c'est vraiment vivons heureux, vivons cachés. À la base, il y a beaucoup d'annonces, c'est-à-dire qu'on était censé, l'année passée, la Ligue avait créé des réseaux sociaux, avait site internet, un nouveau logo qui... Voilà, une nouvelle identité visuelle en se disant on va mettre des choses en place, puis au final c'est resté pétard mouillé. Pétard mouillé, oui. Donc je sais pas s'ils se disent ça, mais en tout cas ce qui serait de bon ton, c'est d'avoir la réflexion et de se dire de vraiment mettre en place les choses. Aujourd'hui, pour moi, un des problèmes de la fédération et de la Ligue, c'est que on ne sait pas quel est le rôle de chacun. Enfin, la fédération, on le sait plutôt, il gère les équipes nationales. Mais la Ligue, il gère les clubs. Mais avec quel pouvoir ? C'est ça. On le connaît pas. L'organisation du calendrier. L'organisation du calendrier, qui est parfaite, d'ailleurs. Voilà. Non, mais c'est très flou. En fait, c'est très flou. Donc, c'est pour ça que si... alors après, encore une fois, c'est un courrier privé, un truc qui est sorti. Oui. Là, par exemple, moi, j'aimerais qu'à la fin de la campagne des qualifications, et si on a un club qui se qualifie en phase de groupe, Dudelange
Strassen ou Differdange, bon, ce serait génial. Mais si c'est pas le cas, moi j'aimerais bien que la Ligue, la présidente de la Ligue s'exprime et puis nous explique. C'est quoi le plan ? Ouais. Pourquoi on a d'aussi mauvais résultats en Coupe d'Europe et qu'elle nous identifie les problématiques et d'éventuelles solutions, ou même si ça peut pas se régler comme ça. Ou pistes de réflexion à minima. Mais voilà, au moins qu'on travaille, qu'il y ait quelqu'un qui travaille dessus. Moi, j'ai toujours pensé que, au-delà d'avoir un ou une présidente de la Ligue, qu'il fallait avoir quelqu'un à temps plein. Salarié qui s'occupe de développer le football de club. Moi, je pense que ça, c'est nécessaire. La présidente de la Ligue est présidente d'un club et pas de n'importe quel club. Et elle a aussi un métier, une entreprise. Enfin, pour développer, et vu ce qu'il y a à développer dans le football de club luxembourgeois, il faut quelqu'un qui s'y consacre à 100% et qui a un vrai plan d'attaque sur tellement de domaines. Si on veut vraiment arriver à une progression, ou au moins à une évolution. Bon, en tout cas, l'appel est lancé. Et merci des idées de sujets. Je suis sûr que je pourrai contacter la présidente de la Ligue pour qu'elle nous réponde. Là où c'est pas flou, là où il y a un vrai projet, c'est du côté des dames de Differdange, puisque Amy Thompson vient de rejoindre le FCD 03, la meilleure buteuse des Ruth Levinen, rejoint ainsi du Swift Pauline Urbain et Jessica Lopez. La rubrique News Express, messieurs, est-ce qu'on retient cette information ou... Oh, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Bon concurrent pour le Racing ? Bon concurrent, je sais pas, parce qu'il y a quand même... Là, j'ai l'impression que c'est plus un fossé qu'il y a, mais peut-être que sur le papier, Differdange semble être l'équipe la moins éloignée du non, mais c'est positif. Il faut qu'il y ait des équipes qui tiennent la route à côté du Racing. Alors, on ne dit pas qu'il faut avoir 10 ou 12 équipes compétitives du même niveau. Évidemment, ça n'arrivera jamais. Ouais. Mais par contre, d'avoir 2-3 équipes qui se tirent la bourre et qui réduisent l'écart avec le Racing, même s'ils sont là parce qu'ils travaillent très bien, les filles du Racing et le staff et compagnie, on a besoin d'avoir à côté... une ou deux équipes. Et puis qui puissent challenger en Ligue 1 d'âme. Ouais, parce que Differdange, c'est pas mal. Parce que ça peut être terrible d'avoir à nouveau énormément d'écart pour l'intérêt, pour le développement du foot féminin. C'est clair, Bon, on reste chez les internationaux avec la signature d'Anthony Maurice qui va s'envoler pour l'Arabie Saoudite. On valide ? Moi, on comprend. Bien sûr. Voilà. Non, mais on aurait adoré le voir dans un championnat qui est plus accessible, qu'on regarde plus facilement en Angleterre, en Italie, en Espagne. Il aurait joué la Ligue des Champions. La Ligue des Champions. Après, si le contrat est en or, évidemment. En fait, il faut aussi remettre dans le contexte. C'est-à-dire qu'Anthony Maurice, c'est un gars qui, durant sa carrière, a eu beaucoup de blessures, beaucoup de pépins, de péripéties. Et au final, il a atteint son meilleur niveau assez tard, a passé la trentaine. Et là, en fait, c'est le contrat d'une vie, c'est-à-dire qu'il va faire x10 sur le salaire qu'il touchait en Belgique, 2 années plus une en option, donc on est presque sur, je crois, entre 7 et 10 millions. Moi, je vous préviens, si on nous propose d'ouvrir une mental en Arabie Saoudite, on y va. Bon, franchement, si jamais ils nous regardent, non mais voilà, on peut que comprendre, même si c'est dommage sportivement, on peut que comprendre. Et quel âge il a Il a 35. C'est son dernier gros contrat. C'est son dernier gros contrat. Donc encore, il aurait 25 ans. Mais oui, ça peut éventuellement se discuter si en balance, c'est un très bon club européen. Voilà. Non. Autre international, même âge, Lars Gerson, qui cette fois-ci a signé à l'UN Kerjeng. Pour le même salaire ou Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il fait x10 par rapport au progrès. Pour le coup, c'est un vrai beau coup. Moi, je suis assez hypé par les mercatos de nos promus en BGL. Ouais, c'est vrai. Il y a des belles choses. Je trouve qu'il y a des belles choses. On revoit des visages qu'on connaissait. Il y a aussi Maurice Desvilles à la jeunesse, enfin un Canard du coup, qui est sympa. Mais là, pour revenir à Lars Gerson, c'est cool de le voir rester au pays. En plus, sur la demi-saison qu'il a fait au Progrès, il fallait le temps qu'il se mette en route. C'était pas si mal. Mais après, c'était quand même de très bonne facture. Donc, je pense que c'est un vrai bon renfort pour Kerjeng dans leur objectif maintien. Puis c'est bien, on espère. Peut-être ça va être dur d'aller chercher la 100e, mais peut-être qu'il sur un bout de match amical, peut-être qu'il y arrivera. Voilà, Lars Gerson et Lucol, c'est une histoire d'amour de la première heure. Il était là depuis le début. Olitil, qui est courtisé, qui est pour l'instant au Progrès, et qui est courtisé par une D1 croate. On y croit ou ça risque de se terminer avec une signature officielle au Progrès ? On y croit, oui, puisqu'on le sait, on a les infos. Non, mais on croit que ça va se faire, que ça va se concrétiser ? Pour lui, ça serait de jouer une D1 croate, ça serait top. Il faut aussi penser à l'équipe nationale. Et même si on adorerait le voir chaque dimanche sur nos pelouses. Ah oui, on adorerait. On adorerait vraiment. Et pour le Progrès, je pense que président, je serais content de l'avoir. Au niveau de l'effectif, ça changerait quand même pas mal de choses.
Ouais, je pense que si l'offre est concrète, il partira et fort logiquement, un Croate, c'est l'offre, elle est déjà concrète. On a un chiffre salarial, on a des conditions matérielles, logistiques. Après, si ça s'est toujours pas fait, c'est que peut-être le club est pas sûr, peut-être que le club attend de faire un peu le tri au niveau du mercato. Mais il y a fort à parier que oui, si demain le club appelle lui dit viens, il va partir et pareil, c'est plutôt logique. Ce sera dommage pour nous en tant que suiveurs de la BGL. Mais... Si vous avez suivi les matchs de préparation, Volitil, c'est pas mal au niveau des buts et de l'implication. Son frère aussi a marqué un sacré but. Il a mis un sacré but magnifique, le but de Sébatil. On va rester sur les matchs de préparation. Parlons du Swift. Le Swift, sa préparation, c'est une défaite 2-3 contre Eurosport. Un match nul contre Chifflange ce week-end, 1-1, et surtout une défaite 7-0 contre Bissonne. C'était la défaite 7-0, elle était il y a la semaine dernière, non ? Oui, la semaine dernière. C'est simple. Il y a eu aussi une défaite contre la Jeunesse Canache 2. Là maintenant, ça y est, ils sont autorisés à recruter. Oui, mais ils peuvent pas recruter au niveau national, donc c'est forcément des étrangers, français, outre, aux côtés de la frontière. Mais écoute, s'ils ont fait en sorte de régler les dettes pour pouvoir recruter, c'est que ils estiment, on peut estimer qu'ils aient envie d'avoir au moins un effectif pour se maintenir, parce que oui, pour peut-être voir plus, mais moi je pars du principe que s'ils ont payé pour pouvoir recruter, c'est que ils vont repartir du bon pied. L'hypothèse de l'investisseur qui paye pour partir et se débarrasser de tout ça, tu la retiens pas ? Ça peut, mais au moins tu peux recruter. Oui, bien sûr, c'est une tendance, mais au moins tu remets à zéro et tu peux recruter. Et tu peux éviter d'avoir que des U17 sur la pelouse. Et là, pour le coup, c'est cata. Oui, là, c'est cata. Donc, non, et après, s'ils arrivent à rééquilibrer un peu l'effectif, ça se battra pour le maintien, voire milieu de tableau en fonction des joueurs qui récupèrent. Pour rebondir sur ce que tu disais, Marco, je suis un peu d'accord. En fait, moi, c'est le timing qui m'interroge. Dans le cas où l'investisseur veut rester et bâtir ce qu'il a pu bâtir à Dudelange et par le passé, en tout cas au début au Swift, c'est que en fait, tu le fais à un moment où tu peux plus recruter à l'échelle nationale. T'as presque l'impression que c'est un peu pour limiter la casse. Alors, ça se trouve, ils vont recruter 10-15 super joueurs. Flavio Becas ont toujours quasiment recruté beaucoup aussi. C'est plus quantité que qualité. C'est hors frontière, donc je suis pas sûr que ce soit tant un handicap que ça. Ok. Mondorf qui a tenu la dragée haute en match de préparation face au FC Metz. Ils ont encaissé un but seulement à la 60e minute, et alors que les effectifs avaient été shampouinés. Mondorf, on les voit gros comme une maison. Mondorf, c'est intéressant. Sans vouloir leur mettre trop de pression, mais Mondorf, on les voit top 5. On va voir. C'est l'objectif, C'est l'objectif, je pense qu'ils doivent se fixer ça comme objectif. Ils commencent à faire peur au fameux top 5, justement. En plus, tu peux te dire, après, il faut vraiment le prendre, c'est un match de pré-saison. C'était le premier match du FC Metz aussi. C'était le 4e de Mondorf. Mais bon, le FC Metz, 3 jours après, ils en ont collé 4 au Red Star quand même. Voilà. Allez, dernière news, ça concerne l'Union Titus Pétange qui s'est séparé au bout de 3 semaines de son entraîneur bulgare Kirill Rachev, et puis qui a repoussé son assemblée générale sine die, et Wilson Kamavwaka qui vient de rendre le brassard suite à des décisions qui ne correspondaient pas à ses valeurs sportives. On a peur un peu pour Pétange, parce qu'on se disait déjà ça l'année dernière. Franchement, c'est ça. J'ai des flashbacks là de la saison passée où il y avait une dizaine de joueurs sous contrat, plus de président, à quelques semaines de la reprise. Donc, c'est sûr qu'il y a meilleur moyen de préparer ta saison, on va pas se mentir. Après, la chance de Pétange, c'est que globalement, tu as quand même s'il y a eu quelques départs. Le mercato, ça va, ça reste. T'as beaucoup de départs, mais t'as quand même les mecs qui arrivent, c'est des mecs qui sont plutôt référencés, des bons joueurs de ballon. Et puis, c'est une équipe qui, malgré tout, a pour habitude là d'être milieu de tableau, donc qui a une petite marge. On a un championnat assez homogène entre la 5e et la 16e place. C'est la 6e et la 16e place, donc au final. Ça va, où ils ont fait un bon milieu de tableau tranquille. Ils avaient eu beaucoup de changements et ils ont perdu leur entraîneur. Mais c'est clair que pour préparer, c'est vrai que c'est compliqué. C'est clair. Bon, affaire à suivre. Évidemment, les Coupes d'Europe sont à suivre cette semaine, donc mercredi, avec Differdange face aux New Saints, les Gallois qui vont jouer en Angleterre, et Strassen qui se déplace. Ça va être un match incroyable. Dundee. Donc ça, c'est donc jeudi à 20h45. 20h45. J'espère que vous serez tous derrière votre écran pour suivre ces rencontres. Merci beaucoup, Simon. Merci, Boris. Toujours un plaisir. Merci à tous. Et on se revoit très vite. Passez une excellente semaine de football, bien sûr. Bye bye. Ciao.